Annexpro, une compagnie spécialisée dans le média et le divertissement depuis 40 ans. Notre siège social est à Vancouver. Notre bureau de Montréal est à l'intérieur de Zoo. Nous sommes au 2e étage, dans un beau bureau mauve. Ça fait déjà 3 mois que je ne suis pas allé. J'ai bien hâte d'y retourner. Bref, on est spécialisé dans l'industrie du média et du divertissement. Nos clients sont des clients des boîtes d'effets visuels, des boîtes de jeux vidéo, de la post-production, audio, vidéo. Nous sommes revendeurs Dolby aussi, tout ce qui est format audio immersif. À titre personnel, moi, ça fait déjà environ 17 ans, 18 ans, presque 20 ans que je travaille dans ce milieu-là. Mon background, c'est la post-production audio. Donc, j'ai étudié en conception sonore assistée par ordinateur. De fil en aiguille, je me suis retrouvé en vidéo. Je conserve mon background audio aussi. Puis en étant embauché par Annexpro il y a environ 2 ans, j'ai commencé à mettre des nouvelles flèches à mon arc. Donc, je suis maintenant aussi, je travaille aussi dans l'industrie des effets visuels. Donc, on revend les logiciels comme Autodesk, on revend les logiciels à vide. Nous sommes revendeurs Lenovo, nous sommes revendeurs Apple. Donc, presque tout ce que vous avez besoin pour créer des assets, pour créer que ce soit du 3D, du 2D ou de l'image. Je vous présente rapidement mon site web. Ce ne sera pas long, il est online depuis à peine quelques jours. Donc, il est en anglais pour l'instant. Il va être francisé d'ici quelques mois. Donc, si jamais vous voulez des informations sur ce que je vais vous présenter aujourd'hui, vous pouvez me contacter directement ou vous pouvez aller sur notre site web. Je voulais aussi vous dire que la présentation, c'est la première fois que je la donne. C'est la première fois que je donne cette présentation-là et c'est aussi la première fois que je donne une présentation dans ce format-là. Donc, s'il vous plaît, ne pas me juger de la qualité de la présentation en tant que telle. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. Un instant. Ça. OK, parfait. Donc, depuis quelques mois, toutes les industries ont été forcées à travailler de la maison. Juste un instant, attendez, j'ai un problème avec ma slide. Juste un instant. Ici. Désolé, je recommence. Donc, depuis quelques mois, depuis la pandémie, l'industrie du média et ainsi que les autres industries ont été forcées à travailler. Oups, excusez-moi. Okay. D'accord. Donc, depuis plusieurs mois, l'industrie a été forcée à travailler de la maison. Vous travaillez probablement vous-même de la maison. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un remote workflow? Donc, c'est n'importe quel type de travail qui va permettre à des employés de travailler à distance. C'est devenu rapidement la norme pour presque toutes les compagnies en 2020 à cause de la crise sanitaire. J'ai oublié de vous mentionner ma présentation. Le deck est en anglais, mais la présentation est en français. Donc, il s'agit d'un changement majeur qui a forcé toutes les compagnies à trouver des façons d'amoindrir l'impact de la pandémie en misant sur des plans de collaboration et de communication qui misent sur des outils de travail, des technologies intelligentes. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vous êtes mis à utiliser comme solution, mais il y en a plusieurs disponibles. Celle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est surtout des solutions performantes faites pour les professionnels dans l'industrie de la création. Donc, en gros, qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui? C'est quoi le remote workflow? Quels sont ses avantages? Quels sont ses inconvénients? Chez Annexpro, on perçoit les remote workflow comme en 2 catégories. Soit qu'on bouge des données, on transfère des données sur des disques durs locaux ou on les transfère dans le cloud, sur des disques durs nuagiques. Et je vais vous donner donc une brève description des 2 types de travail, des 2 types de workflow qui sont utilisés dans l'industrie. Donc, quels sont les bénéfices du travail à distance? Donc, évidemment, ça permet de sauver, de réduire de l'espace locatif de vos bureaux, donc réduction des frais fixes, réduction des coûts d'opération liés au bâtiment. Ça offre aussi parfois une meilleure rétention des employés, un bassin de talent plus large, des salaires potentiellement plus compétitifs dans d'autres régions. Donc, ça permet d'aller chercher des talents ailleurs qu'à Montréal, simplement. Vous pourriez aller en région
vous pourriez aller ailleurs au Canada ou même ailleurs dans le monde. En plus, la diversité dans une entreprise permet d'améliorer la capacité à régler des problèmes de façon exponentielle. Ça permet l'expansion internationale plus rapide de votre entreprise. Ça permet à votre entreprise d'atteindre une audience, une clientèle et un marché beaucoup plus large. Ça offre aussi l'autonomie aux employés. Ça leur permet de gagner la confiance de l'employeur. Ça améliore la transparence par rapport à leur travail. Ça offre un meilleur équilibre entre le travail, la vie familiale et la vie personnelle. Puis évidemment, comme vous le savez, un employé satisfait de ses conditions de travail est un employé qui va être plus productif. Évidemment, le travail à distance apporte plusieurs défis. Le premier étant le défi de la communication. Malgré toutes les technologies actuelles, que ce soit les emails, Teams, Slack, Zoom, Skype, name it, il n'y a rien comme deux personnes qui communiquent dans un même bureau. Rien ne peut non plus remplacer un brainstorming qui s'improvise autour d'une machine à café ou un lunch entre collègues. Évidemment, moi, les solutions que je vais vous apporter aujourd'hui ne régleront pas ces problèmes-là, mais vont permettre peut-être de pallier à certains de ces problèmes-là. Un autre défi qui peut être apporté par le travail à distance, c'est évidemment l'ergonomie. Une ergonomie déficiente peut causer des problèmes de santé, des problèmes de dos, d'articulation. Chez les employés qui n'ont pas un espace dédié ou un bureau comme moi j'ai ici, une chaise adaptée, un espace ergonomique. Il y a beaucoup de personnes, entre autres Juliette, je crois, qui travaillent juste avec un laptop. Donc, on n'a pas de deuxième écran, c'est un peu moins ergonomique, ça peut évidemment causer des problèmes. Aussi, bon, le dernier, mais non le moindre, probablement le plus important pour ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la bande passante. La bande passante disponible dans les foyers québécois n'est pas toujours suffisante dépendamment de la région. Ça peut aussi devenir un défi financier pour votre employé, puisque les forfaits à haut débit peuvent être quand même assez dispendieux chez les fournisseurs comme Vidéotron, Bell, etc. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, chez Annexpro, on perçoit le travail à distance professionnel en deux catégories. Il y a les clients qui décident de bouger des données, donc le contenu. Ils vont le bouger soit directement chez leurs artistes ou ils vont travailler à travers le cloud. Donc, le concept est assez simple. D'ailleurs, ce mode de travail-là est quand même assez répandu. Le concept est simple. Ça suffit d'envoyer une copie complète de vos données, de vos projets ou de vos sessions à chacun de vos artistes à distance et de travailler sur un espace de stockage local qui soit un disque dur externe attaché à votre ordinateur ou un espace cloud. Pour les besoins de la présentation, je vais focuser sur le travail à distance en utilisant le partage de données d'un service cloud qui s'appelle Wasabi. Je ne sais pas si vous connaissez Wasabi, mais je vais vous le présenter aujourd'hui. Moi, je l'utilise déjà depuis le début de la pandémie, en fait, que je l'utilise. Je vais vous expliquer c'est quoi dans quelques secondes. Donc, en effet, donc, il s'agit de copier des données, de copier votre dataset, de copier votre contenu sur un espace, de copier et de synchroniser. C'est utilisé dans des entreprises qui sont surtout en post-production, dans des entreprises qui sont relativement petites, donc moins de 10 employés, avec des datasets ou des contenus qui font moins de 10 terabytes. La synchronisation n'est pas vraiment importante lorsqu'on travaille, mais par la suite, à la fin de la journée, il va falloir synchroniser évidemment les données et le travail qu'on a fait. Un des avantages de cette technologie-là, je dis bien un avantage et non un désavantage, c'est que c'est une technologie qui est très simple et qui utilise des technologies qui sont disponibles présentement et qui sont matures, comme un disque dur externe ou du stockage haute performance comme Wasabi. Un des désavantages, c'est que la bande passante nécessaire pour ce type de travail-là est assez importante. Les artistes ont aussi accès aux données brutes, ce qui peut causer des risques de sécurité et ainsi entrer en conflit avec certains de vos engagements légaux avec vos clients. Donc, si vous travaillez sur une super production hollywoodienne, il est peu probable que la production vous laisse envoyer des données directement dans un cloud public comme celui de Wasabi ou comme Amazon, AWS, etc. Je ne vois pas s'il y a des questions. J'imagine qu'il n'y en a pas, mais Juliette, je te laisse me dire s'il y a des questions. Donc, qu'est-ce que c'est Wasabi? Wasabi, en fait, c'est un système de cloud
qu'on appelle Object-Based, qui permet de créer des buckets. Des buckets, c'est un concept amené par Amazon AWS. Donc, des buckets dans le cloud et de les accéder comme si le stockage était local sur votre ordinateur. Contrairement aux solutions comme G Drive, OneDrive ou Dropbox, Wasabi offre un prix très, très abordable par terabyte, une vitesse d'accès plus rapide. Si la bande passante le permet, encore une fois, la bande passante demeure évidemment le nerf de la guerre dans tout type de workflow à distance. Puis ça permet à plusieurs connecteurs de logiciels créatifs de se brancher directement sur vos buckets. Après ces 3 slides-là, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est Wasabi exactement. Donc, le workflow traditionnel de post-production implique que le média de tournage haute résolution, qu'on appelle le RAW media, va être transféré directement sur des disques durs qui sont apportés au studio pour ensuite être transcodés dans un format plus facile à éditer qu'on appelle un proxy. Puis ensuite, il va être mis sur un stockage de production haute performance. Le média original sera ensuite archivé sur un stockage de type Nearline ou sur des rubans LTO pour justement archiver les données originales. Le montage, l'assemblage et la finition se font sur des stations de travail locales qui sont connectées directement sur le dit stockage haute performance. Ce type de workflow nécessite évidemment plusieurs manipulations en personne et les monteurs créatifs doivent être sur place, ce qui n'a pas été possible pendant plusieurs mois durant le confinement. Le workflow proposé par Wasabi, qu'ils appellent le workflow idéal, ça permet de transférer les médias haute résolution directement dans le cloud, de les transcoder directement dans le cloud, puis de connecter directement les stations de travail sur les buckets de type S3. Cette solution permet d'économiser beaucoup de temps et beaucoup d'argent, surtout en temps de pandémie. Vous n'avez pas besoin d'avoir des gens locaux et les gens peuvent travailler comme si le stockage était local, mais il est dans le cloud. Un logiciel d'édition vidéo comme Premiere Pro peut se connecter directement sur un stockage Wasabi. D'ailleurs, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est Wasabi. Je vais sortir de là un instant. De là. Puis, je vais vous montrer mon stockage Wasabi. D'ailleurs, vous voyez donc, Wasabi, ça s'accède à travers un portail, wasabi.com. On se crée un compte et on se crée des buckets. D'ailleurs, aujourd'hui, la présentation que je vous fais est sur mon stockage Wasabi. Donc, je l'ai mis ici dans Zoo Prezo, puis Remote Presentation, puis la présentation est là. Bon, ça, c'est dans un web browser. Ce n'est pas très, très convivial. Par contre, on peut installer des connecteurs, comme un connecteur qui s'appelle, Mountain Dock, qui est littéralement un petit connecteur qui permet de connecter au client Wasabi et les disques durs apparaissent comme s'ils étaient locaux. Donc, vous voyez ma présentation que je fais aujourd'hui, elle est ici. Donc, elle apparaît au premier niveau de mon, pas au premier niveau, mais elle apparaît dans l'arborescence de mes disques durs directement sur mon ordinateur. Donc, c'est une solution intéressante. Vous devez vous demander peut-être pourquoi Wasabi plus que Google Drive ou que Dropbox, etc. Ben, c'est que Wasabi permet à des logiciels professionnels de se connecter. Donc, il y a Wasabi a plusieurs API et permet à certains logiciels professionnels de post-production ou de broadcast de se connecter directement. Pour ceux qui connaissent Amazon AWS, le concept des buckets, c'est qu'on met des données dans le cloud. Amazon, par exemple, eux, ils chargent de l'argent à chaque fois que vous devez accéder à ces données-là. À chaque fois que vous devez downloader les données, on vous charge ce qu'on appelle un egress charge. Ça peut coûter assez cher. Et c'est pas prévisible. Donc, si je fais un backup dans le cloud puis que demain matin, j'ai besoin d'accéder à mon backup, je ne l'avais pas prévu, mais ça peut me coûter plusieurs centaines de dollars à downloader des terabytes. L'avantage de Wasabi, c'est que c'est des frais fixes. On peut prévoir le coût que ça va nous coûter dépendamment d'un nombre de terabytes qu'on a établi à l'avance. Et ils ne chargent pas de frais de egress charge, eux autres, ils n'en chargent pas. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, à titre personnel, j'ai choisi cette solution-là pour mon backup. À titre informatif, j'ai mon backup personnel, là, ma réplication là, dans le cloud, j'ai 3 terabytes
Ça me coûte environ 5 US par mois. Donc, c'est très peu dispendieux. Puis ces données-là, j'y accède n'importe où, n'importe quand. Si jamais il arrive quelque chose avec mon backup que j'ai sur mes disques durs ici à la maison, j'ai accès à une copie conforme dans le cloud. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette technologie-là? J'en conclus que non, donc je vais continuer. La deuxième façon de travailler à distance, celle qu'on voit aussi quand même beaucoup chez nos clients, c'est une technologie qu'on appelle VDI. Okay? Qu'est-ce que c'est le VDI? En fait, le VDI, c'est Virtual Desktop Infrastructure. La définition va venir dans la prochaine slide. En fait, ce que ça fait, c'est qu'on utilise Internet comme KVM, comme extender pour distribuer jusqu'à 4 écrans, souris, clavier et certains périphériques comme tablette Wacom, tablette graphique via Internet. Donc, en fait, la caractéristique, c'est que les ordinateurs, qu'ils soient physiques ou virtuels, qu'ils soient dans le studio ou dans le cloud, sont accédés à distance et toutes les données demeurent au studio. Donc, c'est justement l'avantage de cette solution-là, c'est qu'il n'y a pas de données qui se transportent chez votre artiste qui est à la maison. Les données restent au studio, donc ça nous permet de rester, excusez-moi l'expression, compliant avec nos contrats de sécurité. Donc, on ne sort pas de données qui pourraient être volées ou leakées. Ces données-là restent au studio. Puis tout ce qu'on transporte chez l'artiste, ce sont des pixels. Donc, c'est carrément une virtualisation de votre bureau qui est transporté par le web. C'est utilisé dans surtout, entre autres, dans des studios d'effets visuels et de jeux vidéo pour connecter des centaines d'artistes à distance. Ça s'adresse à des compagnies qui utilisent des datasets qui sont très larges, là, de plus que 100 TB. Si votre dataset est plus petit que ça, vous pouvez quand même l'utiliser, mais en gros, c'est quand même mieux adapté que la solution que je vous ai présentée précédemment. Ça peut permettre de connecter des dizaines ou même des centaines d'employés. L'avantage, c'est que ça peut être utilisé avec une bande passante assez faible. Quand je dis assez faible, c'est entre 25 et 50 mégabits. C'est aussi une solution très sécuritaire, comme je le disais, parce que les données ne sont pas distribuées aux artistes ou ne sont pas distribuées dans un cloud public. Le désavantage, c'est que c'est quand même assez complexe à configurer. Ça nécessite un serveur de licence Linux dans le cas de Teradici, une authentification par Active Directory, un VPN dans le cas d'AGS. Ça supporte Windows et Linux seulement. Donc, les utilisateurs de Mac qui voudraient contrôler un Mac à distance, il y a certaines solutions qui sont basées sur ces mêmes technologies-là, mais ils sont quand même plus dispendieuses. Donc, à la base, ça supporte Windows et Linux. Évidemment, on doit impliquer le département d'IT parce que c'est, comme je vous dis, le commun des mortels ne pourrait pas nécessairement installer ça facilement. Donc, qu'est-ce que c'est le VDI? Donc, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, je me répète, mais le VDI, c'est de contrôler à distance un ordinateur qui est soit local, qu'on dit on-premise dans un studio, ou ça pourrait être une VM dans un serveur de VM qui serait au studio, ou ça pourrait même être une VM qui est dans le cloud. Donc, et moi, tout ce que j'ai de mon côté en tant qu'utilisateur distant, c'est soit un Zero Client comme ça, qui est une petite boîte avec des ports USB puis des ports DVI et DisplayPort. OK? C'est ça de gros. Je branche écran, souris, clavier. C'est comme si j'étais au studio. Donc, comme vous pouvez, une boîte comme ça, là, ça ne coûte pas très cher. C'est en bas de 500 $. Il n'y a pas de processing là-dedans, par exemple. Le processing se fait à distance. Il y a deux joueurs principaux. Le premier et le plus prédominant, je vous dirais, c'est Teradici. Et le deuxième, qui est aussi quand même assez répandu, c'est HP, qui font une technologie qu'ils ont inventée il y a déjà plusieurs années qui s'appelle AGS. Ils l'ont rebaptisé Z-Central. Donc, je vais commencer par vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est. On a une question de Maxime. Parfait. Je prends la question de Maxime. Oui, je te donne la parole, Maxime. Tu peux la poser, si tu veux, de vive voix à Hugo. Salut, Maxime. Bonjour. Salut, Maxime. Ça va? Oui, j'espère que tu es prêt. Il reste à 90 slides, non, c'est une joke. Il n'y a pas de problème. Je voulais savoir, est-ce qu'il y avait un délai où ça se fait vraiment en real time, comme instantané? Fait que si on est sur du Premiere, on monte des shots en 4K, en 8K, est-ce que ça va instantané ou il y a un délai?
parles de la technologie VDI? Oui. OK. Je vais répondre à cette question-là dans 2 slides. Est-ce que tu Je suis permets prêt à d'attendre? attendre. Oui, je suis Ah, prêt à c'est bon. attendre. OK, merci. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Non, pas pour l'instant. Parfait, c'est bon. Mais Maxime, tu poses. En fait, la latence puis la bande passante, c'est le nerf de la guerre là, dans tout ce qu'on fait présentement, mais je vais répondre à ta question dans quelques minutes. Merci. Donc, Teradici, c'est une compagnie basée à Vancouver, excusez, à Burnaby, en banlieue de Vancouver. Donc, ils sont tout près de notre headquarter qui est à Expo, on est basé à Vancouver aussi. C'est un protocole qui a été développé en 2004. C'est un protocole UDP disponible en version logicielle et hardware. Ça encode les pixels de façon dynamique et ça choisit le codec d'encodage, wow, selon le contenu présent sur l'écran. Donc, si le contenu, c'est de l'image statique avec du texte, ça va prendre beaucoup moins de bande passante que si c'est une vidéo qui bouge. Ce qui est important de mentionner, c'est que la fluidité, même si on travaille dans un environnement vidéo comme Premiere, comme Maxime en parlait tout à l'heure, la fluidité de la vidéo est conservée. Ça offre une performance exceptionnelle puisque ça utilise un encodage adaptatif. Ça offre aussi une grande sécurité parce que ça utilise une encryption 256K. En passant, ces clients-là là, sont utilisés même dans les banques et dans les gouvernements et l'armée. Parfois, justement, certains de ces clients-là vont avoir une carte, une slot pour rentrer une carte à puce et ça permet d'utiliser la machine. Donc ça offre un degré de sécurité supplémentaire. Si moi, je suis l'employé numéro 24, que je branche ma carte dans la station de l'employé numéro 25, ben, ça ne me laissera pas travailler avec. Donc, ça offre une sécurité quand même assez intéressante. Et bon, c'est disponible sur plusieurs plateformes, incluant Windows, Linux, des workstations physiques, des workstations virtuelles, des workstations dans le cloud. C'est d'ailleurs la technologie choisie par Amazon pour se connecter à ces workstations nuagiques. Bon, dans quel type d'industrie est-ce que c'est utilisé? Ça a été utilisé depuis déjà plusieurs années dans différentes industries. La première étant le média et le divertissement pour les effets visuels, pour l'animation, le montage vidéo, les jeux vidéo et même chez les diffuseurs. La deuxième, c'est l'industrie du design, de l'architecture, de l'ingénierie, toutes les applications qui nécessitent de la puissance graphique. Je vais vous expliquer tantôt le concept en arrière de la puissance graphique. Et dans des environnements d'IT aussi, c'est une technologie qui est très adoptée par les gens de TI pour la science et les développeurs. Un des avantages, puis là, ça répond en partie à la question de Maxime, mais je vais y répondre encore un petit peu plus tard, c'est que c'est un des seuls protocoles qui permet de conserver la fluidité du playback vidéo, puis permet de conserver la précision des couleurs, même avec une bande passante réduite. Donc, les valeurs RGB sont toujours les mêmes. Donc, on peut, à la limite, faire de la colorimétrie avec cette technologie-là. J'ai d'ailleurs un client à Toronto qui fait de la colorisation avec le logiciel Resolve et le logiciel Flame avec cette technologie-là. C'est une technologie qui est lossless. Donc, comme je disais tout à l'heure, peu importe le contenu qui est à l'écran, l'encodage va se faire de façon lossless. Donc, ça veut dire que c'est un encodage qui nécessite un décodage à l'autre bout, mais les valeurs de couleur et les valeurs de motion, de mouvement sont préservées. Ils restent fidèles sans pixelisation. Justement, on répond à la question de Maxime. Donc, le nerf de la guerre, encore une fois, c'est la bande passante. Teradici a optimisé leur protocole pour bénéficier de, comment je pourrais dire, optimiser leur protocole pour qu'il soit adaptatif selon la bande passante et selon le contenu à l'écran. Ça permet d'avoir une latence qui est très, très basse, une latence qui est en bas de 15 millisecondes. C'est une latence qui peut être super importante pour les artistes graphiques comme les animateurs 2D, 3D. C'est le seul protocole qui permet aussi de connecter une tablette Wacom et de préserver la pression. Donc, comme vous le savez peut-être, ceux qui travaillent avec des tablettes Wacom, on a souvent plus que 2000 niveaux de pression quand on fait du dessin. Ces valeurs-là sont conservées. Puis, comme je vous dis, la latence est quand même très basse. Puis,
il y a une fonction qui s'appelle le mode local qui permet à la tablette Wacom de fonctionner comme si elle était directement branchée dans l'ordinateur. Bref, c'est de la très, très, très belle technologie. Et ça permet une latence basse pour faire du montage vidéo ou pour faire du 2D 3D. D'ailleurs, peut-être important de mentionner que cette technologie-là, le VDI, a connu une recrudescence à cause de la pandémie, mais c'était déjà très, très utilisé dans les studios. Donc, certains de mes studios à Montréal et à Vancouver, pour ne pas le nommer, Scanline, par exemple, eux fonctionnent déjà avec cette technologie-là. Donc, eux, ils ont un serveur avec des machines virtuelles dedans, puis leurs artistes au studio ont chacun sur leur bureau un zéro client comme ça, puis ils travaillent sur le zéro client comme s'ils étaient locaux. Donc, pour eux, la pandémie, quand il y a eu le confinement, ça a été assez simple. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris ils ont pris leurs artistes, ils les ont envoyés chez eux avec 2 écrans, une tablette Wacom, puis un zéro client, puis ils ont dit, travaillez de chez vous maintenant. Fait que tu travailles à la maison ou que tu travailles au bureau, c'est sûr qu'encore une fois, je me répète, mais la bande passante, ça demeure le nerf de la guerre. Donc, tu vas avoir une expérience qui est similaire que tu sois à la maison ou au bureau. C'est certain que plus tu t'éloignes du host, plus la latence va être élevée. Donc, ça ne changera pas. Là. On ne peut pas changer la distance parcourue par des données qui passent sur un fil. Par contre, on peut peut-être penser que le 5G risque d'être prometteur. D'ailleurs, il y a un lab 5G chez Zoo. Je plug Zoo. Donc, on peut peut-être penser que la 5G, en réduisant la latence, va bénéficier pour ce type de travail-là. Donc, comme je l'ai mentionné précédemment, non seulement cette technologie-là adaptative est super intéressante, mais elle tire aussi un avantage des ressources graphiques de la station de travail distante pour faire son travail d'encodage, ce qui permet de réduire l'impact sur le processeur. Donc, si j'ai un GPU, ça fonctionne avec les cartes vidéo NVIDIA. Je ne sais pas si ça fonctionne avec les cartes vidéo AMD, mais on parle quand même de GPU quand même assez puissant pour que ça puisse en tirer profit. Là. On parle de la série RTX, de RTX 4000, 5000, 6000, excusez-moi, 4000, 5000, 8000. On parle de la série P chez NVIDIA, toutes les quadros. Ça fonctionne aussi assez bien avec une RTX 1080, une RTX 1070, une GTX 1070, une GTX 1080. Bref, il y a quelques cartes vidéo qui sont qualifiées. On peut essayer avec les autres, mais la performance ne sera pas garantie. Ça encode dans un codec soit H264 ou HEVC, dépendamment de la carte vidéo qu'on utilise. Donc, ça optimise vraiment le travail. Donc, comment ça fonctionne? Donc, on doit installer le Cloud Access ou Cloud Access Plus sur la station de travail distant ou la VM. Il y a 2 options chez Teradici pour le PC over IP. Leur logiciel s'appelle Cloud Access, même si on peut ne se connecter à autre chose qu'un cloud. C'est assez, ça sème la confusion. Là. Le logiciel s'appelle Cloud Access, mais je peux m'en servir pour accéder à une machine qui n'est pas dans le cloud. Cloud Access ou Cloud Access Plus. C'est certain que le Cloud Access standard, lui, ne tire pas ressources du GPU et coûte moins cher. Le Cloud Access Plus, lui, c'est celui-là que je vends principalement, tire avantage de la carte graphique pour faire son encodage. Donc, dans notre domaine, c'est beaucoup du Cloud Access Plus qu'on vend. Ce logiciel-là est disponible en abonnement pour 1 an, un minimum de 5 seats, pour environ, je vous dirais, quelque chose comme 350 $ par année par utilisateur, minimum de 5 utilisateurs. Donc, on installe ce logiciel-là sur le client. Ensuite, on va installer un serveur de licence Linux ou utiliser soit qu'on installe un serveur de licence Linux dans notre studio qui va distribuer les licences à travers notre réseau, ou on utilise la technologie que Teradici fournit gratuitement, qui est un serveur de licence dans le cloud. C'est un ou l'autre. Donc, ensuite, on accède à la station distante avec un zéro client. Teradici ont sorti 2 versions de leur zéro client. Là. Il y avait la version des années 2000 jusqu'à 2008, qui était la chip, la puce qu'on appelle Tera 2. Ce que c'est en fait, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte-là?
il n'y a pas de système d'exploitation. En fait, le système d'exploitation, c'est leur logiciel Teradici. C'est ce qu'on appelle un SoC, Software on a Chip. Donc, c'est une chip et le logiciel est installé directement. Donc, ce logiciel-là qui est sur la chip va décoder l'image qui est envoyée par Teradici, par Cloud Access. Cette puce, elle contient justement le logiciel de Teradici et elle décode le flux PC over IP. Alternativement, on peut aussi fonctionner avec un client logiciel qu'on peut installer sur Mac, PC, sur Mac, Windows, Linux, iOS ou même Android. Par contre, pour le travail créatif de type, justement, montage vidéo, graphisme, travail animation 2D, 3D, on conseille fortement des zéro clients parce que c'est quand même beaucoup plus efficace que le client logiciel. Est-ce qu'il y a des questions? Toujours pas? D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Donc, la deuxième technologie qu'on vend et qui est disponible, ça s'appelle HP Z-Central. Je ne m'attarderai pas nécessairement beaucoup sur cette technologie-là parce que ça utilise les mêmes concepts que Teradici. En fait, HP a acheté une compagnie qui s'appelle RGS il y a déjà plusieurs années. Le nom de ce logiciel-là voulait dire Remote Graphic Software et ils l'ont intégré dans leur portfolio de produits et ils l'ont aussi inclus gratuitement avec les ordinateurs Z Workstation. Donc, si vous achetez un Z2, Z4, Z6, Z8, présentement, la technologie vient avec. Donc, c'est gratuit. Gratuit. On dit gratuit, mais elle est incluse dans le prix de l'ordinateur. Mais cette technologie-là est aussi disponible indépendamment des Workstation Z. Donc, si moi, je veux utiliser AGS à la maison puis que j'ai un ordinateur Dell ou même un Alienware ou même n'importe quel ordinateur que j'ai fait moi-même, on peut l'utiliser aussi. À titre informatif, leur offre, on peut acheter juste un logiciel, donc on n'a pas besoin, il n'y a pas un minimum de 5 clients. On peut l'utiliser et c'est des logiciels qui sont perpétuels, donc ce n'est pas un abonnement. À titre informatif, le logiciel coûte environ 400 $ et il y a juste une version. Il y a la version Z-Central. Il existe en format NodeLock qu'on installe sur une machine ou il existe en format licence flottante qu'on pourrait déployer dans un parc d'ordinateurs ou de workstation. On peut installer ce logiciel-là sur n'importe quel ordinateur Windows ou Linux et le client est disponible sur Mac, PC et Linux. Donc, en conclusion, il y a plusieurs options, mais il y a quelques options disponibles et je vous invite à vérifier laquelle s'adresse, laquelle est la plus intéressante pour vous. C'est important de choisir la bonne parce qu'on peut dépenser temps et argent. On peut dépenser temps et argent inutilement si on n'a pas choisi la bonne technologie. Je vous remercie. Je prends les questions. Vous pouvez me contacter à mon adresse courriel. Quand le Zoo va réouvrir, je vais être chez vous aussi je vais être chez vous au moins 4 jours semaine. Notre site web, c'est annexpro.com. La présentation va être disponible, pas en format PowerPoint, mais je vais faire un PDF avec ça et je vais vous la rendre disponible. Elle va être distribuée par courriel. Elle va être accessible à travers notre site web. Donc, je vous invite à aller la chercher si ça vous intéresse. Et donc, comme je vous dis, je prends les questions. Vous avez mes coordonnées qui sont juste là. Je n'ai pas écrit mon numéro de téléphone, mais ceux qui voudraient m'appeler, mes coordonnées, je peux les rendre disponibles par courriel sans problème. Super, un gros merci Hugo. Moi, pour une fille qui ne connaît rien, j'ai trouvé ça super intéressant. On a Maxime qui te dit merci pour la présentation Hugo. Parfait. Puis, je pense qu'on n'a pas de questions, mais te connaissant, tu es toujours joignable et oui, tout à fait. répondre à tout. Alors, je vous laisse aller à votre lunch. Merci encore beaucoup à Hugo et à tous d'avoir été présents ce midi. Je vous remercie beaucoup. Passez une bonne journée. Passez une bonne journée, Juliette. Bye bye. Merci. Bye bye.